Nous suivons le parcours de ces Africains qui se sont enrichis d'expériences hors de leurs frontières et qui ont décidé de rentrer dans leur pays d'origine. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Je suis Patricia Nzolantima, de nationalité congolaise de la RDC, Kinshasa. Je suis communicante, directrice générale de l'agence EXP, spécialisée en marketing, terrain, événementiel, corporate event. Je me considère être une quinoise. J'ai quitté le Congo à 22 ans et demi, après mes études de droit, parce que j'ai eu mon diplôme de droit ici, donc Bac+5 en droit. Je suis partie par la suite en Afrique du Sud, où j'ai eu à faire une spécialisation en marketing management. Je suis allée au Sénégal. Je fais 4 ans et demi, 5 ans à l'étranger, et par la suite, je suis rentrée au pays. L'une des raisons pour laquelle j'avais choisi Cape Town et pourquoi pas les autres pays en Europe, c'est parce que je voulais être bilingue, une parfaite bilingue. Et ce que je retiens de mon expatriation, c'est qu'une multiplicité de cultures. Je voulais tellement apprendre des autres pour pouvoir apporter ce savoir-faire dans mon pays. Je suis une personne qui est très focalisée sur les valeurs africaines, les valeurs familiales. Et j'ai été élevée dans une famille qui, depuis le début, nous a toujours appris: vous partez à l'étranger, mais vous devez rentrer. Moi, je suis de Mukongo et les Bakongo, on les appelle les terriens. Les grands terriens, ce sont les gens qui bâtissent beaucoup la terre, qui cultivent, qui construisent. Pour moi, c'était tu acquiers de l'intelligence et tu reviens pour en faire profiter aux autres. Le déclic, c'était à un moment donné, je pouvais évoluer, c'était super, j'avais un bon boulot, mais il y avait quelque chose qui manquait. Je disais, je pourrais mieux me réaliser dans mon propre pays. Je pourrais apporter un plus. Tout à faire et tout à refaire en RDC. C'est comme ça que je me suis dit non, je rentre au pays. Mais ce qui est drôle, c'est que lorsque je suis rentrée en 2007, je suis repartie par la suite Congo-Brazzaville, où j'ai travaillé pendant une année, toujours en communication marketing pour un client dans les télécoms. Au bout d'une année, je me suis rendu compte que je devais retourner, définitivement. En Afrique, c'est très difficile quand on donne du crédit à des jeunes et encore à une femme qui vient, qui se dit voilà, je vais me lancer dans la communication marketing. On me dit bon, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Et j'ai une chance, c'est que bon, j'ai une banque qui a cru en moi. Je me rappelle toujours le premier crédit qu'ils m'ont donné, c'est l'équivalent de 10 000 € pour pouvoir me lancer. Ça fait 4 ans maintenant que je gère l'agence. Je suis très contente. Je suis contente d'être rentrée au pays. Je suis contente d'avoir suivi mon instinct, d'avoir cru déjà que je pouvais y arriver. J'avais suivi le discours du président Kennedy, qui m'avait beaucoup touchée, la phrase où il disait « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande ce que toi tu peux faire pour ton pays ». J'ai une vision, j'ai une ambition de pouvoir influencer ma génération, être un modèle d'inspiration. Je relève l'Afrique d'abord par la création d'une association qui s'appelle My Way Network. L'objectif, c'est de pouvoir mettre à niveau l'Afrique par l'investissement des étrangers qui veulent venir investir en Afrique, et aussi par Forbes, où au jour d'aujourd'hui, je suis la responsable commerciale marketing. L'objectif, c'est de pouvoir aussi en même temps détecter les talents africains, francophones, parce que là, il s'agit de Forbes Afrique francophone. Et également par la mise en œuvre d'un projet qui s'appelle les élites de demain. L'objectif, c'est de pouvoir financer les études des étudiants congolais qui terminent au Congo, mais qui doivent partir à l'étranger pour parfaire leurs connaissances. Le retour est généralement difficile parce que tu t'habitues à un certain confort à l'étranger que tu ne retrouves pas forcément lorsque tu rentres. Certains le retrouvent, mais d'autres non pas. Comme je le dis toujours, la réussite, c'est une succession d'échecs. Lorsqu'on tombe, on apprend de nos expériences, on apprend de nos erreurs. L'un des problèmes que j'ai rencontré quand je suis revenue, c'était vraiment l'intégrité. Comme vous êtes buté à ce problème, vous faites tout vous-même. Ça veut dire que vous passez votre temps à refaire les erreurs, vous dites non, je préfère le faire moi-même parce que si je le fais, je suis sûre que ça serait très très bien fait. Parce qu'il y a aussi ce problème de rigueur. Et chez nous, il y a un terme que les gens aiment beaucoup utiliser, écossais et locoté. C'est en français, ça ne fait rien, c'est pas grave. C'est-à-dire que tu vas voir un menuisier pour qu'il te fasse un meuble, tu dis mais c'est pas possible, c'est pas bien poli, il te dit écossais et locoté. Non, c'est rien, c'est bon madame. Mais toi, c'est pas ce que tu veux. Généralement, on dit, elle est trop compliquée. Il dit, ah, c'est trop compliqué. Ah, mon truc. Et puis, tu dis, alors, une femme n'est pas comme ça, c'est trop compliqué, mais c'est rien, ça fait rien. Ça te crée aussi beaucoup de problèmes, beaucoup d'ennemis, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes, beaucoup de malentendus, parce que tu veux donner le meilleur de toi-même. Quand on rentre au pays, c'est pour donner de l'excellence, c'est pour donner ce que nous avons appris. Et généralement, vous apprenez de l'excellence, vous apprenez de la qualité. Pendant 3 ans, je ne me suis pas donné de salaire.
parce que je ne pouvais pas me permettre. Mon objectif, c'était que mes agents puissent être payés, mes collaborateurs puissent être payés. Aujourd'hui, mon personnel est composé de 70% des femmes, 30% des hommes. J'ai une très très grande confiance aux femmes. Il y a une évolution et je suis contente parce que être jeune femme chef d'entreprise à 35 ans, nous avons commencé avec 5 employés, aujourd'hui on en a 40 et on avait commencé à Kinshasa, aujourd'hui j'ai aussi un autre bureau au niveau de Lubumbashi. Nous travaillons avec des grands clients tels que Orange, Samsung, Canal, voilà, Nestlé et des grandes banques, des banques internationales. Construire des ponts vers le futur et contribuer à l'avancement de l'Afrique, c'était ça qui était important pour moi. Je veux contribuer, je voulais influencer ma génération. Je lui ai dit, quand tu veux quelque chose, tu peux y arriver. Je m'appelle Christian Yumbi, je suis congolais, marié, père des 2 enfants. Je suis chef cuisinier hôtelier. Je suis né au Katanga. Je suis parti en Belgique avec les parents, très jeune, à l'âge de 8 ans. Mes parents sont revenus d'abord une première fois avec moi quand j'avais 17 ans. Puis je suis retourné de 17 ans jusqu'à mes 33 ans. J'ai fait l'université libre de Bruxelles. Et quand j'étais à l'université, donc j'ai travaillé comme jobiste dans les restaurants. Et c'est ainsi que je me suis réorienté dans l'hôtellerie. Je me suis inscrit dans l'école hôtelière à Bruxelles. À ce moment-là, ça s'appelait l'INFAC. Et puis, j'ai eu mon diplôme d'hôtellerie. J'ai fait un master en gastronomie française. J'ai travaillé quelques années en France, au Ritz. J'ai été faire une formation à Montreuil-sur-Mer, à la Grenouillère, ça s'appelait un restaurant. C'était un jeune chef assez dynamique. Et puis, je suis retourné en Belgique. J'ai continué ma formation dans les restaurants étoilés. J'ai passé une vingtaine d'années en Belgique et puis en France pour des raisons de formation. Et puis après, j'ai ouvert mon restaurant, on va dire de cela 9 ans, qui s'appelait La Ressource aussi. À ce moment-là, j'ai pensé déjà à retourner au pays. Les restaurants s'appelaient Ressource, qui voulait dire retour aux sources. Et à ce moment-là, je faisais de la cuisine, proche de la cuisine biologique, c'était plus du slow food, qui est le contraire du fast food. Ce que je retiens de mes années d'expatriation, c'est plus la discipline par rapport au travail. Pour rester le meilleur, il fallait travailler le plus possible. Ce qui m'a beaucoup aidé, même quand je suis retourné au pays, c'est qu'il faut se lever tôt, il faut travailler plus que les autres. J'ai toujours voulu être le meilleur parce que à cette époque-là, c'était difficile pour un Africain d'évoluer, surtout dans les secteurs où moi j'étais, donc dans la restauration. Et quand je suis arrivé à un certain niveau, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus monter plus loin et que j'ai resté étranger. Je suis allé à l'étranger pour avoir une formation et pour retourner chez moi. Il était hors de question pour moi que je reste vivre en Europe. J'ai été le premier Congolais à être meilleur jeune chef Belgique en 2006. En 2010, j'avais décidé de retourner au pays. Et donc, c'était pas facile pour moi de retourner ici parce qu'on a les grands problèmes qui se passent ici, c'est qu'on a difficilement accès au crédit. Et pour monter un business, il fallait absolument avoir un financement. Un peu d'argent que j'avais mis de côté en Belgique, j'ai pu investir. C'est que moi, j'ai toujours voulu avoir un établissement à moi où j'accueillais les gens comme s'ils étaient chez eux à la maison. Quand je suis retourné, j'ai vu qu'il y avait un multitude de produits ici au Congo qu'on pouvait mettre en valeur. Et donc, j'ai voulu exploiter cette cuisine, la cuisine locale, un peu mixée avec la formation que j'ai à l'étranger pour faire une nouvelle cuisine congolaise. Ce que j'essaie de faire avec certains chefs, jeunes chefs comme moi, c'est de réactualiser cette cuisine-là. L'huile de palme, par exemple, que je vais remplacer par l'huile d'olive. Et ça nous aide sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan du goût. Ce qui est un peu plus difficile pour nous, par exemple, en étant congolais, quand on revient au pays, c'est qu'il faut encore se réadapter. Et ça paraît un peu bizarre parce qu'on pourrait se dire que c'est assez facile pour nous, mais le fait qu'on est à l'étranger, il y a certaines habitudes qu'on a acquises à l'étranger et quand on revient ici, on voit que c'est pas du tout la même chose. On ne se nourrit pas de la même façon en Europe qu'au Congo, par exemple. Et les besoins, par exemple, de la restauration, c'est pas les mêmes besoins qu'on a à l'étranger qu'ici. Dans les restaurants, on se nourrit pour les besoins de se nourrir. Ça veut dire que la nourriture, c'est un élément vital. Et alors qu'à l'étranger, il y a un élément qui s'est ajouté au-delà de ça, c'est l'élément plaisir qui s'est ajouté. Et pour nous qui voulons essayer de faire évoluer les choses, c'est un peu quelquefois inadapté de se dire qu'il faut commencer à faire les petites bonnes décorations sur l'assiette parce que bon, pour un Quinois, il va se dire qu'est-ce qu'il met encore sur l'assiette alors que j'ai juste besoin d'avaler ma nourriture. Moi, j'ai défini ma cuisine comme la modernité d'une cuisine des traditions. Ici, j'ai créé une maison avec 4 chambres d'hôtes. On reçoit les clients comme s'ils étaient à la maison. Chaque personne a plus ou moins quelqu'un qui s'occupe de lui particulièrement. Je cuisine pour les clients de l'extérieur, bien sûr, mais je cuisine pour les gens qui logent ici comme s'ils étaient leur cuisinier particulier. C'est un peu ça les concepts. On fait un peu tout nous-mêmes, des glaces, on fait des sorbets. Depuis que je suis rentré ici, je me suis senti beaucoup plus zen, donc je suis plus en équilibre par rapport à moi-même en Europe. Si je regarde tous les grands chefs qui ont évolué pendant ces années, ils ont mis toute leur vie à faire leurs projets. Et donc, ils ont travaillé pendant des années et des années pour faire leurs projets. Et bon, la chance qu'on a aussi en Afrique, et en même temps, les côtés malchance, c'est qu'on veut que tout marche et tout marche tout de suite parce qu'on se demande, on s'est dit peut-être que,
Bon, peut-être que demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Moi, j'ai créé mon projet pour me créer de l'emploi d'abord, mais aussi, je vois les projets dans les longs termes. C'est-à-dire que chaque client qui va venir aujourd'hui chez nous, je veux qu'il revienne chez nous le lendemain. Chaque matin que je me lève, je suis totalement émerveillé d'être au Congo. Au début, j'avais tendance à faire un peu les ponts entre les deux. À un certain moment, je me suis juste focalisé sur le Congo. Quand vous grandissez en Europe, par exemple, bon, vous avez des bandes d'amis et tout. Et à un certain moment, il y a peut-être vous qui décidez de retourner, mais autour de vous, il y a peut-être 20 qui sont là, qui n'osent même pas retourner au pays, qui se disent, écoute, t'es un peu fou, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? J'avais commencé avec cette partie-ci pour loger les gens, et puis après, j'ai rajouté quelques tables. C'est difficile en Afrique, mais au-delà des difficultés, il y a de larges possibilités par rapport à tout ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui donne un peu plus d'espoir en Afrique. Sur les hauteurs de Kinshasa, dans le quartier Pigeon, comme tous les matins, Félix Amouna s'apprête à rejoindre son bureau. Il y a 20 ans, il était encore étudiant en Belgique. Il travaillait dans un call center pour financer ses études. De retour en RDC, il décide de se lancer dans l'aventure en tandem avec sa femme Annie. C'est moi qui étais derrière elle tout le temps. Alors tu rejoins le groupe Camp. J'ai toujours été pour impliquer ma femme dans notre business personnel. Quand ils se sont rencontrés, Annie travaillait également pour un centre d'appel. Leur association était donc naturelle. Les débuts étaient très durs. C'était sur fonds propres. Pendant 5 ans, 5 ans, ouais. On a investi à peu près 150 000 $. C'est une nouvelle technologie, les gens ne comprenaient pas trop bien. Et maintenant, c'est un besoin. C'était pas facile, hein, on a trimé là. Mais bon, on y croyait, donc on avait la foi. Pour être au plus près de leurs clients, Annie et Feli ont installé leur bureau au cœur de la capitale congolaise, dans le quartier Bassoko. Dans cet immeuble de 2 étages, l'entreprise baptisée First and Future compte plusieurs filiales. L'une d'entre elles s'appelle Congo Call Center. En moins de 5 ans, c'est devenu le premier centre d'appel indépendant de RDC. Avec des clients prestigieux comme l'opérateur de téléphonie mobile Tigo ou encore le sud-coréen Samsung. Le lundi matin, c'est la réunion de coordination des principaux collaborateurs de la société. Là, on doit faire une période de test que nous allons définir également demain lorsque nous serons là. L'enjeu de cette réunion, trouver des opérateurs bilingues pour la plateforme téléphonique d'un nouveau client. Orange, on a un gros déficit en Swahili. Là, on pousse pour le Swahili, donc cette personne va être calée sur le Swahili. C'est tout le problème de l'entreprise qui doit recruter en permanence des opérateurs téléphoniques. La difficulté, c'est de choisir le bon profil. Il faut tester les opérateurs pour savoir s'ils parlent réellement plusieurs langues. Donc si son français n'est pas excellent, au moins il y a la base sur le... Parce qu'il y a des personnes qui mettent sur le CV, qui parlent ces différentes langues. Mais des fois, elle ne fait que comprendre et ne parle pas. Avec ces nouvelles recrues, Congo Call Center va pouvoir plus facilement démarcher de nouveaux clients. La réunion terminée, Annie Toulouka et son associé Hugues Samou partent en prospection. Mais ce n'est pas toujours facile pour elles. Parfois, il arrive qu'on leur prenne leurs idées. L'offre, on la dépose. Et on se rend compte que quelques mois après, on a copié notre projet pour le donner à quelqu'un d'autre. Les sociétés vers lesquelles on est allé prospecter, ils vous disent « Ah, mais je mets une personne là, on leur donne des téléphones et puis c'est bon, ils répondent. » On leur dit « Mais non, vous ne savez pas si cette personne a bien répondu, vous ne savez pas si cette personne n'a pas éjecté des appels, vous n'avez pas un reporting sur les appels qui sont arrivés. Donc ça, ce n'est pas un call center. » Leur atout, c'est de faire valoir leur expérience et leur expertise. C'est ce qu'elles vont faire chez ce nouveau client. Une mutuelle d'assurance qui a tenté de monter elle-même son centre d'appel et qui n'est pas du tout satisfaite du résultat. Notre objectif majeur, c'est justement la prise en charge d'un grand nombre d'adhérents. Leurs affiliés ont des soucis ou des préoccupations, c'est qu'ils puissent appeler le centre d'appel et qu'ils puissent être pris en charge directement. C'est ça le plus important et c'est cette fidélisation que nous pensons leur apporter surtout. Annie propose aussitôt des solutions pour aménager le centre d'appel existant. Parce qu'en fait, avec le temps, on va changer les box, comme on avait dit, pour que ce soit plus fonctionnel et mettre des séparateurs. Et on avait dit, on ne prendra pas des monos, on prendra des bi.
Comme ça isole celui qui est en train de parler. À la sortie de cette réunion, Annie est confiante, même si rien n'est encore définitif. Le rendez-vous s'est bien passé, c'est une première étape. Que même s'ils ne l'ont pas dit, ils avaient été voir un de nos concurrents, mais je pense que le professionnalisme n'est pas le même. Même en RDC, le véritable développement des call centers reste pour l'instant limité. Le réseau filaire étant quasiment inexistant, pour fonctionner, leur centre d'appel doit utiliser le réseau mobile GSM, avec des coûts d'utilisation trop élevés. La solution pour Félix Amouna, c'est l'installation de la fibre optique à Kinshasa, qui lui permettrait de décupler sa capacité d'appel et de réduire considérablement le coût des communications. Sur le GSM, la communication tourne aux alentours de 13 cents US. Au niveau de la fibre, on va arriver à les 2 cents. Parce qu'avec la fibre, ça va nous permettre de travailler sur les tarifs du téléphone fixe. Alors, pour ne pas freiner sa croissance, Félix Amouna utilise l'une de ses filiales, une agence de pub pour gagner de nouveaux clients. Démonstration avec cette chaîne de supermarchés sud-africaine qui vient de s'installer à Kinshasa. Dans un premier temps, il leur propose une simple campagne de promotion. Mettre ça sous un grand chapiteau, mettre des panneaux publicitaires un peu partout dans la ville pour attirer la clientèle ici à Shoprite. Pour Félix Amouna, c'est l'occasion de vendre à son interlocuteur un autre service. De la vente téléphonique grâce à son call center. On appelait ça en anglais « pick it up ». C'est de pouvoir passer sa commande via le call center de produits, marchandises du shop et venir retirer ça justement dans un coin du parking. C'est l'un des secrets de sa réussite, la vente croisée. En anglais, on appelle ça le cross-selling. La stratégie de cross-selling, c'est quoi? C'est de pouvoir, à partir d'un point, vendre un service à un client qui te demande un service et en profiter pour lui vendre notre service. Une technique de travail qui lui a permis de multiplier son chiffre d'affaires de 500% en 4 ans. First and Future détient aujourd'hui 60% du marché des call centers en RDC. L'entreprise d'Annie et Félix Amouna compte une centaine de téléopérateurs. Son chiffre d'affaires dépasse le $1 million et ses objectifs de croissance sont ambitieux. Mais pour l'instant, cette croissance est bridée tant que la fibre optique ne sera pas installée. Une fois cette étape franchie, les portes de l'international et le marché de tous les pays francophones leur seront grandes ouvertes. Alors que la nuit tombe sur Johannesburg, Augustin Kayembe vient superviser l'organisation de la soirée qui doit être donnée dans cette salle. Au déranger, 3 rangées, 1, 2, 3. Il faut ébimapo, battre les matros. À 53 ans, il est à la tête d'une entreprise de spectacle chez Ntamba International. Faire danser les gens, Augustin Kayembe a toujours fait ça. À 14 ans, il commence sur les trottoirs de Kinshasa, avec une simple glacière à vendre des sodas. 40 ans plus tard, il est présent dans 8 pays. 32 nightclubs dans 13 grandes villes du sud de l'Afrique. Le succès de chez Ntamba, c'est avant tout une recette qu'il applique dans tous ses établissements. À commencer par la déco, et ici, c'est le patron qui gère ça. Je suis celui qui fait le design. Le design vient de moi, pas de quelqu'un d'autre. J'ai jamais appris à faire ça. C'est un don, c'est mon caractère. Une décoration étudiée, une sono de qualité. L'autre recette à l'origine de son succès, c'est la musique. Elle est presque exclusivement africaine. C'est même devenu sa marque de fabrique. Ici, on joue toutes les musiques africaines. La rumba congolaise, la musique nigériane, zambienne, toutes les musiques du continent. Chez Ntamba, à Johannesburg, l'entrée coûte 100 rand, l'équivalent de 4500 francs CFA. Mais l'essentiel du chiffre d'affaires se fait sur les consommations. Augustin Kayembe demande donc à tous ses managers d'être particulièrement attentifs aux besoins des VIP. Bonsoir mes frères, bonsoir, vous êtes la bienvenue. How are you? Are you guys good? C'est la fête et ça rapporte. De ce côté nous avons 6 tables. Bon, 6 tables ça veut dire que si nous sommes réservés, le chiffre d'affaires peut être dans les 15 000 francs. Autrement dit, 700 000 francs CFA pour seulement 6 tables dans une boîte qui compte 3 pistes de danse et qui peut accueillir plus de 1000 personnes.
La recette quotidienne est secrète, mais conséquente. Et le patron est fier de rappeler qu'ici, on vient de tout le continent. Certains viennent du Cameroun, certains viennent du Congo, du Ghana, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. À 1500 km de Johannesburg, le soleil se couche sur Cape Town. Et quand la nuit tombe, c'est toujours chez Ntamba que l'on va faire la fête. Dans cette ville qui attire le plus grand nombre de touristes en Afrique du Sud, le nightclub d'Augustin Kayembe est comme une vitrine pour son entreprise. Ici, les recettes sont les mêmes. Et c'est toujours un Kayembe qui dirige la boîte de nuit, Idriss, 32 ans, l'un des 17 enfants d'Augustin. Les choses les plus importantes que mon père m'a apprises à propos du métier, c'est qu'il faut toujours être honnête et rester une personne accessible. L'honnêteté, c'est tout le problème d'Augustin Kayembe. Trouver des managers de confiance, alors que son entreprise compte plus de 700 salariés dans 8 pays, il est confronté à un problème de croissance. L'an dernier, il a été contraint de fermer pas moins de 8 nightclubs parce que des managers détournaient la recette. Voilà pourquoi chez Ntamba reste une entreprise familiale. C'est à la fois la raison de son succès, mais aussi la limite de sa croissance.